Est-ce que quelqu'un pour enlever le sac de riz? Mais non, mais non. Non, il va le réutiliser. Je le garde. Hein. Bien sûr. Ça peut servir. C'est le warm-up. Ça va, la douane? Super. Ça se passe comment au studio des Champs-Élysées, alors? Super. Ouais. Je suis en dragster sur scène, il y a tout un tas d'effets spéciaux, c'est à voir. Donc c'est le dimanche et le lundi à 20h30. Ouais, hein. exactement. Ça fait presque un mois que tu es là-bas. Exact. Mais avant, tu l'avais tourné, le spectacle avec Team Seat, avec Orelsan, Extromae. Exactement, j'ai fait leur première partie, j'ai ouvert pour eux. C'était une expérience folle. Bien. Alors, sur scène, Redouane, mais tout en chanson, en fait. T'es un chansonnier à l'ancienne, d'une certaine façon, non? Ouais, enfin à l'ancienne, j'espère que j'amène une petite touche un peu moderne quand même. Ouais. Mais effectivement, j'aime beaucoup Raymond DeVos, Coluche quand il prenait la guitare aussi par moment. On regarde à quoi ça ressemble. Est-ce que la montre d'une femme fontaine, c'est une flic-flac? T'as pas les toxicomanes en manque, les bébés? Ils regardent dans le ciel, ils veulent attraper des trucs qui n'existent pas. Ils n'ont aucune hygiène de vie, là. Ils chient dessus en permanence. Paris, vous êtes en vie ou quoi? Alors là, je lui ai dit. Il m'a dit. Je lui ai dit. Il m'a dit. Je connais ces gens qui, dès qu'il y a un cheveu dans leur assiette, oh non, je ne touche pas. Je ne touche pas. Il y a un cheveu dans mon œil, je ne touche pas. Eh mec, calme-toi, il y a une vache morte déjà dans ton assiette. Redouane Arjane, voilà, au studio des Champs-Élysées, lundi, dimanche à 20h30. Il y a le spectacle, il y a le cinéma aussi, après quelques rôles dans Brève, dans Comment c'est loin, donc d'Orelsan, dans L'écume des jours de Gondry. Exact. T'as ton premier rôle dans M, le premier film de Sarah Forestier. Et tu fais un personnage d'illettré dans ce film. Oui. C'est difficile comme rôle? Ouais, c'est particulier parce que c'est un rôle de composition, c'est un personnage assez fort, assez puissant. J'ai dû perdre 17 kilos pour le rôle en très peu de temps. Non, véridique, hein, j'ai une préparation physique. Ça sort quand, à peu près? Le 15 novembre. Le 15 novembre, mesdames, messieurs, ça s'appelle M. Alors, il y a un truc, tu dis, en parlant de la télé, je remercierai toujours Laurent Bon de m'avoir fait faire le supplément avec Maïtena Birabin, mais je n'ai pas su transformer l'essai. Tu me diras, elle non plus, mais pourquoi tu penses que tu n'as pas su transformer l'essai? Je pense que j'étais pas prêt. J'étais jeune, j'étais pas entouré, et puis c'était une émission d'actualité. Il fallait savoir composer entre ma volonté artistique personnelle et puis en même temps le rédactionnel de l'émission. J'ai pas su, voilà. Et puis c'est une énergie particulière, la télévision. Il faut répondre au garde à vous, présent, il faut être présent, il faut jouer le jeu. Tu dis, peut-être que tu te crois arrivé, on te maquille, t'as une loge avec des bonbons. La télé, ça peut rendre fou. Ça t'a rendu fou, la télé, toi? Ouais, les bonbons, il y a trop de sucre, hein. Ouais, t'es accroché au sucre bêtement, quoi. Voilà, c'est ça. Maintenant, tu peux plus t'arrêter, quoi. Exactement, je sais pas si t'es à 2 grammes de sucre par jour. Oui, c'est ça. Ouais. Mais non, mais oui, c'est ça. T'as une voiture qui t'attend en bas de chez toi. Tu vois pas là, t'es plus au contact de la réalité. Moi, je suis un mec, j'aime bien marcher, faire du vélo, prendre le métro, ouais. Me nourrir des idées, prendre des idées en vivant, quoi. Ouais. Et là, t'es dans des voitures vite teintées. À la radio, il y a ton collègue de la radio. Enfin, c'est assez hermétique comme. C'est pas naturel. Non. Mais maintenant, c'est un exercice que je redécouvre, je réapprends. Ouais, bah c'est dommage parce que la télé, c'est bientôt fini. Hein. Ouais, paraît-il. Puis les vides teintés, on n'a plus le droit. Ouais. C'est dans le passé. C'est le meilleur van de l'année. J'ai même pas pris Et maintenant, voici Tom Villa, mon CDD. Tom. Bon alors Tom. Bon, le premier invité, c'est l'homme à la moustache et à la guitare. C'est pas Francis Cabrel, c'est Redouane Arjane, mesdames et messieurs.
D'ailleurs, je rectifie, Redouane, il a 2 signes distinctifs, sa guitare et son chapeau, voilà, mi-Rock Voisine, mi-Geneviève de Fontenay. Et Redouane, qui en arabe, ça veut dire plaisir, voilà. Ah et ouais. contrairement à votre prénom, vous êtes né à Metz. Et surtout, foncez voir le spectacle de Redouane, qui allie humour noir et absurde, un peu comme le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Voilà, tout simplement. Notre deuxième invité, Thierry, c'est l'invité qu'on connaît pas trop ce soir, mais c'est pas grave, on va apprendre à la découvrir. Philippe Bouvard, bonsoir. Alors, Philippe Bouvard, c'est la classe, c'est le monument incontournable du paysage médiatique français. C'est un peu la tour Eiffel des journalistes. Hein, Tout à fait. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, parce que Philippe a été construit avant la tour. Non, mais je ne vais pas donner votre âge, mais en gros, vous êtes né entre l'invention du papier et le Minitel, à peu près, voilà. 55 ans de carrière, Philippe Bouvard. Pourtant, vous avez raté 3 fois le bac. C'est beau, quand même. Mais c'est pas de votre faute. La première fois, vous n'avez pas bien gravé votre nom sur la tablette. La deuxième fois, la calèche était en retard. Et la troisième, c'était un dinosaure qui avait bouffé sa copie. Donc vraiment, ça n'a... C'est pas vrai. C'est mythique, je suis très heureux, Philippe Bouvard, créateur des grosses têtes. Les grosses têtes, c'est une invention extraordinaire. Être payé pour que tes potes te fassent marrer, c'est génial. Non, mais et le pire, c'est que c'était les auditeurs qui t'envoyaient les questions. Vraiment une émission de branleur, Philippe. Ouais, c'est vrai. C'était... putain. Là, voilà, c'est une légende vivante. Et d'ailleurs, la preuve que c'est une légende, Philippe et Léus ont un jour un destin de Delahousse de son vivant. Voilà. Ah ouais. Laurent Delahousse, tout le monde connaît, vous savez, c'est celui qui s'assoit sur son bureau et qui, du coup, écrit sur sa chaise. Ah, chez lui, ça doit être le bordel. Il dort sur sa table et il bouffe dans son lit. C'est pourri, vraiment, c'est... Notre invité suivant, Thierry, il a été présent sur tous les fronts, en Afghanistan, en Kurdistan, en mer de Chine et au Liban. C'est pas Niva, c'est Bernard Kouchner. C'est Bernard Kouchner. Ah oui. Et vous êtes venu avec José Nicolas. Oui, parce que c'est son livre. Quand même. Bien sûr. Mais José, vous n'êtes pas la femme de Bernard. Non, il n'y a pas de... Non. Vous êtes reporter photographe, José Nicolas. Bernard, à la base, vous êtes médecin. Voilà, c'est rassurant d'avoir un médecin dans la salle, surtout quand on reçoit certains invités. Et vous êtes le créateur de Médecins sans frontières, voilà. Et Bernard, c'est une sorte de Superman, voilà, qui a sauvé des vies, voilà. Mais lui, son slip, il le garde sous son pantalon. Ça, c'est quand même... Non, mais c'est vrai. Un peu vulgaire, bon. Médecins sans frontières. Un peu vulgaire. Un peu vulgaire. T'es devenu coincé du cul. T'es hein. donné une opportunité. T'es connu de plus parler, rock'n'roll. toi, Un peu c'est bien. vulgaire. Non, mais Médecins Tu vois, sans il frontières. cherchait quoi dire. Et ben, voilà, c'est sur moi que ça tombe. Médecins sans frontières, c'est extraordinaire. Grâce à Bernard, il y a des proctologues qui ont fait le tour du monde. Et ça, c'est beau. Et puis, donc voilà, votre spécialité, vous, à la base, vous avez une formation de gastro-entérologue. C'est ça? Oui. Oui, d'accord. Et ensuite, vous avez fait une carrière politique. Donc vous êtes le seul politicien qui, quand s'appuyait du cul, vous saviez que c'était pas une gastro. Et d'ailleurs, gastro-entérologue et ministre sous Sarkozy, c'est un pléonasme. Je ne sais pas. Vous en parlerez avec Thierry tout à l'heure. Marié depuis combien de temps 30 ans que vous êtes ensemble. C'est Fidèle Gastro, je voulais la placer. Absolument. Je ne pouvais pas rester avec cette vanne. Celle-là est bonne, celle-là est bonne. Non. Ça pour ça. Magnifique. J'ai évacué. Notre cinquième invité, sa voix et son physique nous font penser à Zaz, mais en propre. C'est Camille Lelouch, mesdames et messieurs. Camille Lelouch qui, comme Daesh, s'est fait connaître grâce à Internet. Et Camille qui a fait The Voice, voilà. Et vous avez été d'abord dans l'équipe de Mika, Camille, je crois. Et puis après, elle s'est fait voler par Florent Pagny, comme les impôts. Et... non, mais... Une Camille qui joue du piano, qui chante et qui est drôle, voilà. Et les États-Unis, peut-être maintenant qu'il n'y a plus Harvey Weinstein, c'est safe, donc tu peux... Non, tenter? Non. Non, je vais rester en France. On va rester en France. Très bien. Pour terminer, notre dernier invité, c'est celui qui a démarré sa carrière en réveillant vos voisins, mes voisins et surtout mes parents. C'est Michael Youn. Michael, on va pas en reparler 1000 ans, mais franchement, je te dédie mes plus belles heures de colle, vraiment. Non, mais c'est vrai, je regardais tout le temps le Morning Live, et puis c'est vrai, quel duo, Michael réveillait les bien. voisins, et Julien Courbet les réconciliait, donc bravo, c'était... Michael, il joue dans le nouveau film d'Olivier Marchal qui s'appelle Carbone. Voilà, très bon. Pareil qu'Anne Hidalgo a pas compris, elle a voulu taxer le film, c'est pour ça, mais... Et le scénario s'inspire de la fraude de la TVA sur les quotas carbone en 2008-2009. Et je suppose que Volkswagen n'est pas partenaire du film. 1,5 milliard d'euros détournés en 8 mois. Voilà. Cahuzac était conseiller technique sur le film ou... Non, mais
Thierry, Michael, ça reste un putain d'enfant. Il s'est fait interdire de stade. Il s'est fait interdire de stade pour avoir tenu un fumigène. Ouais. C'est là où on se dit que supporter de foot, c'est pas malin, parce qu'un fumigène dans un stade, sur une île déserte, je sais pas, ils prennent une écharpe du PSG. D'ailleurs, Michael, interdit de stade. Philippe Bouvard, interdit de casino. C'est salut les terriens ou c'est fait entrer l'accusé? Sans déconner, ça. Allez, Thierry, bonne émission. Merci, voilà. On se retrouve après la pub pour Salut les terriens. Super terriens, Philippe Bouvard, Bernard Kouchner, José Nicolas, Michael Youn, Camille Lelouch et Laurent Baffy. Premier terrien invité ce soir, l'homme qui rebondit quand il rit, Philippe Bouvard. Nos autres terriens ce soir, Bernard Kouchner et José Nicolas. Ils viennent nous raconter l'histoire en images des French Doctors, ces médecins français partis sauver le monde pour conquérir Christine Ockrent. Autre terrien invité ce soir, celui qui a lancé sa carrière à la télé et au cinéma en montrant son cul, mais sans qu'Harvey Weinstein le lui demande, Michael Youn. Cette terrienne de ce soir s'appelle Lelouch, comme un peu tout le monde dans ce métier, mais elle, c'est Camille Lelouch, graine de Resta. En fait 3, après Alex Vizorek, nous accueillerons notre terrien du samedi soir ce soir, Fabian Rocha, élevé dans un poulailler en Uruguay. Il a fui la dictature militaire et il est aujourd'hui la star tatouée de Koh-Lanta. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag CSLT. Et on passe maintenant à notre grand invité d'honneur de la semaine. C'est vous. Je crois que c'est vous, Philippe Bouvard, bonsoir. Vous êtes ici ce soir, Philippe, pour votre nouveau livre, publié chez Flammarion, intitulé « Eh oui, je suis encore là et je vous emmerde ». Alors Philippe, tout va bien. Vous avez 87 ans et franchement, vous ne les faites pas. Vous faites... Le temps que votre présentation soit terminée, j'en aurai 88. Ah. Non, vous allez très bien. Vous êtes très en forme. Finalement, vous auriez pu faire les grosses têtes 3 ans de plus. Oui, d'ailleurs, c'est ce que le président de RTL a bien voulu me dire. Mais bon, il fallait penser à la relève de toute façon. Et voilà. C'était quand même mieux avec vous qu'avec l'autre PD, hein. Surtout On peut partir après ça, quoi. J'avais prévenu la direction qu'à 90 ans, je prendrais une année sabbatique. Faire des copains.
sérieusement, quand vous entendez cette musique, ça vous fait un petit pincement au cœur quand même? Oui, oh ben, c'est le réflexe conditionné que les animateurs, les présentateurs connaissent bien. Il y a 3 ou 4 notes et puis on est un autre homme pendant une demi-heure ou 1 heure. Ça dépend du budget de la station. Je l'adore! Est-ce que vous avez écouté ce que fait Ruquier? Non, je pense qu'il est lui-même trop occupé pour se préoccuper de ce que je fais et ça conditionne l'estime que nous nous portons l'un à l'autre. Alors, en fait, non, ce qu'il faut savoir, c'est que Laurent Ruquier et Philippe Bouvard ne se sont pas parlé pendant 2 ans et ils se sont réconciliés, en fait. Sur l'oreiller. Ils se sont serrés la main à la conférence de presse d'RTL en septembre 2016. Alors, il y a 2 hypothèses. Soit vous êtes devenu philosophe, soit vous avez oublié que vous avez présenté les grosses têtes. Non, mais enfin, ça s'est bien passé. Je veux dire, j'ai recompté mes doigts, il y avait le nombre. Hein. Alors, vous avez déclaré, je ne souhaite pas que Laurent Ruquier se plante aux grosses têtes, mais s'il y avait un coup de Trafalgar, je suis pas loin. On sait où me trouver. Vous savez, il faut savoir tourner les pages, mais quand il y a eu beaucoup de pages, c'est long et c'est pas commode. Bravo. Alors, ici la voix. Oui. Thierry, ayez le courage de dire à Philippe Bouvard que vous-même, vous êtes régulièrement aux grosses têtes. Oui, ça m'arrive d'y aller, je suis très flatté d'aller aux grosses têtes. Mais c'était mieux avant. C'était mieux avant. Maintenant, on va regarder un moment très émouvant. C'est la dernière des grosses têtes de Philippe Bouvard. J'y étais, Thierry. Tu étais... Tout le monde pleurait. Bah oui, mais c'est normal. Alors, vous savez qu'en plus, non seulement vous êtes parti, mais en plus, RTL va déménager et ils ont enlevé la Vassarelli, là. Ils ont sacrifié leur façade et la mienne n'est pas en très bon état. Mais vous savez, Philippe, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas que Laurent Ruquier que vous avez inspiré. Moi aussi, quand j'étais adolescent, je regardais samedi soir à la télévision et on ne peut pas dire que ça ne m'ait pas inspiré aussi. On regarde. Merci. Tiens, il y a toujours un tas de questions qu'on peut se poser à votre sujet. Est-ce que, par exemple, il vous arrive parfois de regretter de ne pas avoir fait davantage d'études? Oui, c'est vrai, je le regrette. Toute jeune, j'ai regretté de ne pas avoir à l'école, d'avoir pas appris suffisamment de choses. Et j'aimerais pouvoir être comme vous, jongler avec les mots comme vous le faites. Est-ce que vous considérez que on ne peut pas réussir seul quand on est une femme dans le métier que vous faites? En ce qui me concerne, oui. Je pense que c'est un métier très difficile et je ne peux pas le faire seul. Il faut être protégé. Pour moi, oui. Comme à Pigalle, mais enfin ça c'est honnête, bien sûr. Elle n'a pas compris. Je voudrais faire un bande honorable parce que je me suis beaucoup moqué de Mireille. Et d'abord, c'est toujours une merveilleuse chanteuse. Elle a une voix à nulle autre pareille. Mais surtout, j'ai découvert que c'était une femme exceptionnelle. Parce que je me suis moqué d'elle pendant, par galanterie, je dirais une 40aine d'années. Et un jour, je reçois une lettre de l'Élysée disant « Vous êtes invité à la remise de la Légion d'honneur à mademoiselle Mireille Mathieu. » Alors je dis « Bon, elle convie toute la presse, j'en fais partie, c'est gentil à elle, mais j'y vais par curiosité. » Et j'étais le seul journaliste avec la famille. Vous aviez fait un coup à Mireille Mathieu à la radio, c'est-à-dire que Johnny Stark, qui était le manager de Mireille Mathieu, avait demandé à Philippe
préparait, Philippe a donné les questions et Mireille avait préparé les réponses. Sauf que Philippe a commencé à la deuxième question et c'était épouvantable parce qu'elle répondait dans l'ordre, mais à partir de la deuxième question. Il y a eu un petit décalage, hein. Alors, moi aussi, comme Laurent Ruquier, j'ai voulu vous enterrer. Malheureusement, ça n'a pas marché. On regarde. Essayez pour voir, voilà. Ouais, attendez. Ouais. C'est pas très grand. Non, hein, on aurait peut-être dû faire oui. un peu moins haut, mais un peu plus large. Moi, je crois que vous avez on a fait une connerie, là. Ouais. Oui, mais bien, c'est vrai, vous avez raison. Le velours rose vous va très très bien avec vos yeux. Oui, mais vous avez un peu lésiné et du coup, je me sens pas très à l'aise. Hein. Et voilà. Alors aujourd'hui, Philippe, vous faites Allô Bouvard, tous les samedis à 11h30 sur RTL. Vous répondez aux questions d'actualité des auditeurs. Alors là, ça s'appelle Allô Bouvard. Vous êtes sûr que Laurent Ruquier ne va pas prendre votre place? Je réponds même aux questions que je me pose à moi-même. Ouais. Et je suis généralement d'accord avec moi-même. Et quand c'est fini, je me remercie chaleureusement. Alors, vous discutez de quoi avec les auditeurs? L'homme qui a marché sur la Lune, l'élection de Pompidou? Non, de tout ce dont je parle dans mon bouquin. Ouais, alors justement, il y a le livre. Mes dernières pensées sont pour vous, publié chez Flammarion. Alors là, c'est Twitter, mais Twitter sur papier. Il y a 1003 aphorismes de Philippe Bouvard. Vos dernières pensées sont vos ultimes maximes. J'en ai spoté quelques-unes. Les manuels scolaires confirment déjà que Hollande n'a pas réussi à passer de la géographie à l'histoire. Alors ça, c'est pour Bernard Kouchner. Il ne faut pas se moquer des ministres. On n'est jamais certain de ne pas le devenir un jour. Le destin paradoxal de l'être humain, alors ça j'adore. Faire l'amour comme un animal et en parler comme un poète. C'est extraordinaire. Maintenant, on peut inverser. Ouais. Je ne suis pas sûr que les dames soient contentes. Je fais moins confiance à l'argent depuis que l'homme le plus riche du monde est mort. 87 ans, putain, merde. C'est pas vrai. Ah, ça c'est très beau. Tromper une femme aide à oublier qu'on s'est trompé de femme. Et la dernière, la mort, châtiment suprême des hommes qui n'ont commis d'autre crime que de vivre. Alors, bon, je voudrais quand même préciser à propos de la mort qu'on en saurait davantage sur elle s'il n'y avait pas que les vivants qui en parlent. Hein. Alors, Philippe, vous n'avez révélé que très tard être juif. Sérieux? Vous êtes juif, Philippe? Ma mère l'était, mon père était catholique. J'ai été adopté par le second mari de ma mère qui était juif. Je suis déçu. Mais j'ai été baptisé à l'âge de 23 ans pour épouser une femme catholique. J'espère que vous m'avez suivi, là. Hein? Oui. J'ai très bien suivi, mais il y a une chose qui m'étonne beaucoup, c'est que quand vous avez épousé Colette, vous ne lui avez pas dit que vous étiez juif. Oh. Elle l'a vu. Écoutez, elle l'aurait vu si je l'avais été. Vous êtes sûr que vous êtes juif? Vous n'êtes pas juste une mère très chiante, quoi. Non, mais bon, tout ça est loin, mais ça m'a laissé le souvenir d'une enfance traquée, douloureuse, qui fait que je suis aujourd'hui un peu moins européen que d'autres. Oui, en fait, c'est le fait d'avoir dû vous cacher pendant la guerre et être victime de privations
qui vous a laissé cette peur de manquer et votre boulimie de travail, en fait. Oui, il y a de ça. Ouais. Il y a de ça. C'est la seule chose que je dois à l'occupation. Hein. Oui. Il n'était pas dur à cacher. Hein. Philippe Bouvard, merci d'avoir été avec nous. Mes dernières pensées sont pour vous, publiées chez Flammarion. Comme vous l'avez vu, il n'a pas perdu la main, le Philippe. Et maintenant, on passe à notre invité politique de la semaine. Bernard Kouchner et José Nicolas, rebonsoir. Ici la voix. Tous les deux. Thierry, un ancien ministre doit être appelé Monsieur le ministre, même si c'est un mauvais souvenir. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est absolument faux. C'est faux. Oui. Alors, vous êtes ici tous les deux ce soir pour un livre publié aux éditions de La Martinière, intitulé French Doctors, photo José, préface Bernard. Alors, la France, c'est les French fries, les frites. La French Connection, la drogue. Le French Kiss, le baiser avec la langue. Et grâce à Bernard Kouchner, il y a désormais les French Doctors, ceux qui veulent sauver le monde au péril de leur vie. Il n'y a pas un gynéco sans frontières. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus, tu veux dire. On pourrait dire, en fait, grand médecin de guerre, un peu comme Anne Niva, qui est grand reporter de guerre. Ici la voix. Thierry, vous êtes prié de rappeler qu'Anne Niva est aussi la femme de Jean-Jacques Bourdin. Merci. Vous avez cassé les couilles. José, est-ce que je peux vous appeler grand photographe de guerre? Oui. Non, je ne suis pas un grand photographe de guerre. Je suis photographe tout court. Ah ouais. Alors, les French Doctors sont nés il y a 50 ans, lors de la guerre du Biafra. Alors, le Biafra, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est une province du Nigeria qui a fait sécession. Il y a une guerre épouvantable, 2 millions de morts, beaucoup d'enfants. La Croix-Rouge était interdite au Nigeria, ce qui implique la création donc, de Médecins sans frontières, puis de Médecins du monde. 14 médecins se sont dit à ce moment-là qu'il était plus utile de sauver des enfants de la famine au Biafra que de soigner des gastros à Paris. Non, ils ont fait les deux. C'est l'époque où la France envoyait des médecins dans le monde. Aujourd'hui, c'est plutôt des sacs Vuitton. Sacs Vuitton contenant le matériel, quoi. Est-ce qu'il y a encore des toubibs qui font ça aujourd'hui ou c'est devenu golfeurs sans frontières? Non, il y en a vraiment beaucoup plus, même. Alors, les deux faits d'armes légendaires de cette aventure resteront l'île de Lumière, donc le bateau affrété pour sauver les boat people en mer de Chine, à l'époque de la prise du pouvoir par les Viet Cong, et l'opération du riz pour la Somalie, quand vous portez votre fameux sac sur le dos, Bernard. On va revoir l'image. Venez de plein pied dans l'aide humanitaire pour mettre la main au déchargement de quelques 4000 tonnes de riz envoyés au mois d'octobre par les écoliers français. De précieux sacs qui, après 2 semaines de rond dans l'eau du cargo Tadorne 2 pour cause de guerre, arrivent enfin sur les plages de la famine. Ils ont senti tout le symbolisme de ce geste des enfants français, c'est-à-dire qu'ils savent que tout le circuit est passé par l'éducation nationale, par la Poste, par tous ceux qui nous ont aidés, et que chaque fois c'était un enfant parmi les 13 millions de Français. Et je crois qu'ils ont senti peser cette détermination en faveur de la paix. C'est gentil de votre part. Je ne vois pas pourquoi ça a été raillé tout ça. Oui, non mais c'est dément. Pourquoi? Tout le monde Parce s'est foutu de sa gueule. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Bah oui. Non, mais non seulement ça, il y avait vraiment... Non seulement les enfants de France ont amené 200 grammes de riz, il n'y avait plus de riz dans aucun magasin de France, à l'école pour constituer la cargaison, mais ce bateau n'arrivait pas
Il faisait des ronds dans l'eau. Et la sauce est arrivée 2 mois. Il y avait la après. guerre, il ne pouvait pas accoster, il n'y avait pas de port, et en plus, il y avait une tempête. Donc, ce n'est pas 2 ronds, c'est 2 mois. Et les enfants qui avaient apporté ce sac de riz à l'école pensaient qu'on s'était moqué d'eux. Ouais. Donc, il fallait leur montrer que leur riz était arrivé. C'est assez simple. Bravo. Le samedi soir, je nous emmène et l'on danse, mais vers minuit, il faut rentrer. Pas de chance. Chantal Goya. Alors, on n'a pas parlé du droit d'ingérence. Ça se passe bien jusqu'ici entre Michael Youn et vous. Vous savez que la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, Michael était là. Ah bon? Et ça s'est moyennement passé. Ah oui? Donc, comme ça se passe bien, je vais être obligé de rediffuser. On va foutre la merde. On va regarder. Maintenant, au pire. On se bat contre l'extrémisme et le terrorisme. Ça, c'est ce qu'on a fait, légitimement. Et la politique extérieure n'a pas changé. La France ne change pas de politique extérieure avec les gouvernements. C'est un petit peu quand ça nous arrange aussi, quand même. Comment ça nous arrange? Enfin, Kadhafi, on lui a quand même serré la main à l'Élysée, voilà. Pas moi. Pas vous, mais vous faisiez partie du gouvernement, Bernard, quand même. Oui, mais j'ai Donc, dit que voilà, je refusais de recevoir Kadhafi. C'est quand Ça ça fait nous une arrange. petite Donc on différence. arrête de penser qu'on est les grands sauveurs du monde, on est les grands sauveurs de notre pognon, surtout, quand même, essentiellement. Donc c'est un peu facile. C'est un peu facile de dire ça, je suis d'accord. Non seulement mais quand c'est même... facile, mais c'est stupide. C'est pas vrai. On n'avait strictement rien à chercher en matière d'argent au Mali. Voilà. C'est fou. Et voilà. Ferrari, t'as tout piqué. Donc, cela dit, c'est vrai qu'il y avait eu quand même Kadhafi à l'époque. Ouais, Kadhafi, ça a dû Oui, être mais dur c'est à quand même vrai avaler, que non? moi, je ne l'ai pas reçu. Oui, mais Bernard... Non, mais vous auriez pu dire non, Bernard. J'ai dit non. C'est pour ça que je ne l'ai pas reçu. J'ai dit à Nicolas Sarkozy que je ne voulais pas le recevoir et que je serais absent de Mais toutes tu les lui as serré cérémonies. la main quand il Mais était... t'es malade. T'as fumé une chicha dans la tente, on t'a vu. Ah bah non, justement... Avec des joueurs de l'équipe de France. Ouais. Ça, c'est autre chose. Alors, ce droit d'ingérence, ce droit de l'homisme dont vous avez été le héros, mon Non, cher droit de Bernard. l'homme, c'est péjoratif. Hein. Mais est-ce que finalement, c'est pas une forme moderne de colonisation? Non, c'est une forme... Est-ce que les Syriens viennent nous dire à nous comment il faut qu'on gère notre pays? Les Syriens le disent eux-mêmes, à leur gouvernement, ça fait 400 000 morts. Et nous, nous n'avons rien fait. Même pas de manifestation à Paris. Alors, où on est sérieux dans cette affaire, où on pense qu'en effet, les choses ont évolué, nous sommes devenus beaucoup plus égoïstes, et c'est vrai, nous sentons menacés, même si c'est pas vrai. Les migrations sont importantes, le monde est en train de changer. Oui, le droit d'ingérence, heure et malheur de ce droit d'ingérence, c'était pour protéger avant les guerres. Malheureusement, nous avons toujours protégé, et d'ailleurs en vain, après le droit ou pendant d'ingérence, les guerres. Bernard, c'est d'aller dire à des Syriens comment ils doivent être gouvernés. Est-ce que des Syriens viennent nous dire à nous comment on doit être gouverné? Non. On dirait, Macron répondant à Sissi. Macron, justement, est-ce que finalement, on ne donne pas de leçons. Est-ce que notre position d'Européens nous autorise à aller dire à des gens au Moyen-Orient comment ils doivent être gouvernés? Ces gens-là ne viennent pas nous dire comment on doit être gouverné. Non, les droits de l'homme, c'est autre chose. Massacrer, torturer, c'est autre chose. C'est pas gouverner. C'est enfreindre le minimum de l'universalité, c'est-à-dire ce que tout le monde ressent à propos des droits de l'homme. C'est ce que, avec talent d'ailleurs, Macron a répondu à Sissi. C'est difficile de parler de droits de l'homme avec Sissi, le général, qui lui-même a fait un coup d'État contre les frères musulmans. Contre Morsi. Ben oui, mais justement, est-ce que nous, on a intérêt à défendre Morsi, qui a été élu démocratiquement par les Égyptiens, ou Sissi qui a fait un coup d'État? Demande aux Égyptiens. Mais c'est défendre les populations, c'est tout. Les populations n'en voulaient pas, les populations n'en voulaient plus. Et le fait que, en effet, Sissi, avec l'appui des Américains et finalement du monde occidental, a fait ce coup d'État, l'armée a repris le pouvoir. Je pense que les Égyptiens sont beaucoup moins insatisfaits avec le général Sissi qu'avec ce qui se passait avant. Ici la voix. Thierry, si vous tenez tellement à exprimer votre opinion, faites-vous donc inviter dans Salut les Terriens. Oui. Bien. Alors, José Nicolas, vous êtes un ancien parachutiste, devenu reporter photographe, d'abord pour SIPA, puis indépendant. Vous rencontrez Bernard Kouchner à Beyrouth. Et là, c'est le coup de foudre. En juin 1982, vous aviez 26 ans. Dans un collège qui servait d'hôpital à Beyrouth-Ouest. Voilà. Alors, vous devenez chauffeur de l'équipe médicale, mais dès que vous pouvez, vous faites des photos. Et 1 an plus tard, vous retournez au Liban pour une ultime mission. Et là, une balle vous déchire de part en part, de l'épaule au bassin.
C'est là, en 1984, qu'à l'âge de 28 ans, vous devenez photographe de guerre. Vous contactez Bernard Kouchner, qui vous propose de le suivre au Kurdistan irakien. Et ensuite, avec Bernard, vous irez en Afghanistan ou encore en mer de Chine. Est-ce que vous auriez aimé que Bernard vous emmène, rien qu'une fois, dans un pays qui n'aurait pas été en guerre? En Suisse. Aux Maldives, en vacances. Un Positano. Ouais, c'est joli. Non, il m'a amené en Corse. Ah, mais oui, mais... voilà. Ah oui, là c'est les raccords. Donc c'est fait. Alors, vous avez suivi Bernard Kouchner partout, sauf en politique, et c'est vrai que c'était difficile de savoir où il allait. Vous n'avez pas eu envie de le suivre dans ses errements politiques, d'une certaine façon? À plusieurs reprises, je l'ai suivi. J'ai fait des photos avec lui, notamment quand il était ministre. Ouais. Voilà. Puis, bon, parce que l'agence me demandait de faire des reportages ou des portraits de Bernard. Et puis, le dernier reportage que j'ai fait sur lui, c'était en 2001, quand il a terminé d'être gouverneur au Kosovo. Grande aventure. Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle, Emmanuel devant les yeux, la vraie merveille. Emmanuel comme un soleil. Alors François Bernard, vous Valéry. avez quitté la gauche parce qu'elle était trop marxiste. Vous avez quitté la droite parce qu'elle était trop raciste. Aujourd'hui, vous dites Macron est la meilleure chose qui soit arrivé à la France depuis bien longtemps. Macron fait naître l'espoir. Bien beau ce soir. Non, je souhaite que Macron réussisse sur le programme qu'il a proposé aux Bien Français. sûr. Et ça n'était pas autre chose que de dire, même si la gauche et la droite ne se ressemblent pas, il était possible d'avoir des projets communs, la gauche et la droite, pour que la France ne s'enlise Bien pas. sûr, Eh bien ben, sûr. c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous auriez aimé travailler avec Emmanuel Macron? Je pense que lui n'aurait pas aimé. Non, au-dessus de 40 ans, ça devient très difficile avec lui. Pas forcément. Vous auriez bien aimé être coordinateur des réfugiés? Oui, ça oui, parce que je trouve que notre pays s'est conduit de façon lamentable avec les réfugiés qui étaient sur nos plages, en Méditerranée. Et je pense que ça restera très longtemps comme une tâche, comme on dit sur le pays, que l'on dit des droits de l'homme. Vous avez fait savoir, en fait, que vous auriez bien aimé travailler avec Macron, mais le ministre de l'Agriculture a tweeté « On n'a plus ton numéro ». C'est vexant. C'est pas vexant, c'est dommage. Ouais. Le mec s'appelle Stéphane Travers, au cas où tu le saurais Travers pas. de porc. Balance ton travers de porc. Balance ton travers de porc. On passe maintenant au dossier de la semaine. Et c'est le philosophe et spécialiste des questions sociales, Denis Maillard, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Dossier de ce soir, la religion est-elle soluble dans le monde du travail? On regarde. Notre invité a écrit un bouquin super intéressant dont le titre n'est pas très vendeur. Quand la religion s'invite dans l'entreprise. Ça fait penser à un guide de management pour DRH moderne. En fait, le livre devrait plutôt s'intituler « Quand l'islam s'invite en France ». Parce que c'est de ça dont il s'agit. Je pense que vous avez tous remarqué, je suis musulman. Ouais, je sais, ça casse l'ambiance. D'abord, le livre souligne la progression de l'islam dans notre pays. En 1970, il y avait 160 mosquées, aujourd'hui, il y en a plus de 3000. Ceux qu'on appelait les travailleurs immigrés se sont installés et leurs enfants sont devenus français, sauf qu'ils sont restés musulmans. Le livre marque bien les étapes de cette évolution. En 1982, les ouvriers de chez Peugeot font grève pour obtenir des salles de prière. La plupart viennent du Maghreb et restent attachés à leur culture. Au contraire, leurs enfants voudraient devenir des Français comme les autres. En 83, la Marche des Beurs réclame l'égalité. Sauf qu'à la place, SOS Racisme leur offre le droit à la différence. Résultat, en 89, de jeunes musulmanes affichent leur différence
en refusant d'enlever leur foulard dans un collège de Creil. 15 ans plus tard, en 2004, le phénomène devient si répandu qu'il faut promulguer une loi pour interdire le port du foulard à l'école. La loi est brève, 4 articles. Il est interdit, dans les écoles publiques, de porter des signes ou des tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Depuis, les enfants d'immigrés ont grandi. Enlever le voile, un geste devenu naturel pour Sabrina et Dalila, dès qu'elles passent les grilles du lycée. Le problème, ce n'est plus le voile à l'école, mais le voile au travail. Et pas seulement le voile, mais aussi la question des menus halal. C'est bon comme la badji. Ou encore les aménagements d'horaire pour le ramadan. Les musulmans veulent affirmer leurs différences. Nous devons nous battre pour changer notre situation. Le problème, c'est que les attentats de Charlie et du Bataclan ont changé la donne. Allahu Akbar. Allahu Akbar. En 2015, la moitié des chefs d'entreprise déclaraient n'avoir aucun problème avec la religion. En 2016, ils sont 65% à se poser des questions. Et maintenant, je suis considéré comme un terroriste. Aujourd'hui, plus de 80% des Français souhaitent qu'on n'affiche pas ses convictions religieuses au travail. Sauf que chez les Français musulmans, c'est l'inverse. Plus de 60% trouvent que c'est normal de pouvoir exprimer sa différence. Musulman est fier de l'être, le Coran dans mon être. Ma foi est régale, qu'il n'a pas d'égal. D'où la question, la religion est-elle soluble dans le monde du travail? C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bravo Blacko, bravo Julien. Denis Maillard, bonsoir. Vous êtes philosophe politique, spécialiste des questions sociales et des transformations du travail. Et vous publiez chez Fayard « Quand la religion s'invite au travail ». Bienvenue parmi nous. Merci. Alors Denis Maillard, donc, ce qu'on appelle pudiquement le fait religieux au travail, qui perturbe beaucoup de DRH aujourd'hui en France, en fait, il s'agit de l'islam. Le fait religieux, c'est l'islam, oui, majoritairement. Majoritairement, c'est l'islam. Mais comme le disait très bien le sujet, il y a une histoire. On comprend, on sait pourquoi aujourd'hui l'islam s'est invité dans la société française, s'est invité au travail. Et derrière cette question de l'islam, il y a aussi toute la transformation du travail. Parce que ça fait 40 ans qu'on dit aux salariés, venez comme vous êtes dans l'entreprise, investissez votre personnalité, mettez votre identité. Et quand cette identité est religieuse, comme chez beaucoup de musulmans aujourd'hui, bah, elle est là dans le travail et il faut trouver des solutions pour qu'elle n'envahisse pas toute la sphère du travail. Alors, l'explosion du fait religieux a 3 causes. La première, c'est les ratés de l'intégration. La deuxième, c'est le tournant identitaire de la politique française. Et la troisième, c'est le processus d'individualisation. Je crois qu'on assiste à une revendication de tous les individus qui demandent à être reconnus comme tels, dans leur identité. Il se trouve qu'une partie des musulmans demande, comme n'importe quel autre salarié, à se voir reconnus pour ce qu'ils sont. Alors, la question qui se pose derrière, c'est la religion, alors qu'elle soit musulmane ou autre, mais en tout cas, là, on parle de la religion musulmane, comment est-ce qu'on fait avec quand on est DRH, quand on est patron? Bernard? Vous avez dit les musulmans, mais pas seulement. Mais quelle autre religion exige quoi que ce soit sur le travail? Les bouddhistes? Les catholiques? Les protestants? Personne. En dehors des musulmans qui, sur la prière en particulier... Et effectivement... Il y a le Shabbat, quand même, à un moment. C'est quand même le travail qui doit... Je ne sais pas s'il doit l'emporter, parce qu'on ne les empêche pas de croire à un Dieu particulier ou à une religion particulière. Là, vous dites la même chose que moi, c'est le travail qui doit l'emporter. Oui. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il ne s'agit pas de parler de la religion. La religion, finalement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le travail. Trop simple. Trop vrai, simple. La religion est le sujet, mais le travail doit s'aménager. Il y a les menus spéciaux dans les cantines aussi, c'est vrai que c'est un problème. Alors, balance ton porc. La question n'est pas tellement sur les menus de cantine, elle est plus sur est-ce que j'accepte de faire les tâches qui me sont assignées par mon travail. Par exemple, ce manutentionnaire qui refuse de décharger des caisses d'alcool parce qu'il dit « ma religion m'interdit de toucher de l'alcool ». Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le manutentionnaire, il dit « est-ce que j'ai le droit de transporter de l'alcool ?» Et le patron amène un imam qui dit « non, non, on pouvait tout à fait transporter de l'alcool ». Et le mec revient avec un deuxième imam qui dit « c'est interdit ».
Mais le patron, il était peut-être pas obligé de lui faire transporter de l'alcool, sachant qu'il était musulman. On n'est peut-être pas obligé non plus de mettre les deux pieds dans le plat. Si tu vends de l'alcool, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de battle d'imams dans la cour de l'entreprise. Et ça, franchement, il ne faut pas arriver sur ce genre de choses. Si on a un conseil, alors je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise, des RH qui nous écoutent, mais s'il y a un conseil à donner, c'est pas de théologie. C'est-à-dire que le type, sa religion lui demande de boire, de pas boire, de transporter, c'est pas le problème du chef d'entreprise. C'est pas le problème. La question, c'est comment est-ce qu'on fait son travail, ce qui a marqué sur son contrat de travail. Et si à un moment, c'est pas possible, il faut dire qu'on ne peut plus travailler ensemble. Donc voilà. Et c'est ça, c'est toujours la même chose. C'est est-ce que mon identité, elle est négociable ou est-ce qu'elle n'est pas négociable? Si elle n'est pas négociable, il n'y a plus de travail en commun. Il y a aussi le mec à qui on propose une réunion le vendredi et qui dit « Moi, je suis désolé, le vendredi, je suis à la mosquée. Alors ça, c'est un exemple assez intéressant. Une réunion se déroule avec le DRH et ils s'engueulent. C'est une réunion de représentants du personnel et ils s'engueulent, et ils s'engueulent, et ils s'engueulent. Et le DRH voit bien qu'à un moment, il faut calme un peu les choses et on dit on prend une date et on va reprendre une autre réunion plus tard. Et le DRH dit le vendredi suivant. Et le mec se lève et dit mais non, vendredi, vous savez, c'est pas possible. Parce que vendredi, on va à la mosquée. Et donc, il y a un moment, on se dit qu'il est plus facile finalement de s'entendre sur la religion dans certains endroits que de s'entendre sur les conditions de travail. Ouais. Et ça, c'est pour moi problématique. Il y a aussi, vous donnez l'exemple d'une aide sociale à domicile qui refuse d'acheter du jambon pour une vieille dame. Elle lui dit, écoutez, moi je veux bien aller faire vos courses, je suis payé pour ça, mais ne me demandez pas d'acheter du jambon. C'est quand même extraordinaire, ça. Alors les sociologues parlent de fixité identitaire. Le mot n'est pas très joli, mais il y a quelque chose de rigide dans l'identité, et notamment chez un certain nombre de croyants, une volonté de faire toujours le partage entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et quand vous êtes en permanence en train de faire ça, avec une grande angoisse qui est de dire est-ce que là je suis en train d'être en contradiction ou dans une forme de péché par rapport à ma religion? D'abord, c'est extrêmement épuisant, et deux, vous ne pouvez plus travailler avec les autres. Le voile, par exemple, n'est pas interdit dans les sociétés privées. Par exemple, chez Ikea, on peut avoir un voile, et quand une fille dit « mon voile fait partie de moi, comme la couleur de ma peau », qu'est-ce que vous voulez faire? Tu ne peux pas lui donner du travail dans n'importe où. Là, dans l'administration, il faut qu'on voit le visage. Alors, c'est la quadrature. Mais le voile, chez Ikea, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Ouais. Oui, juste les cheveux qui sont cachés. Attendez, il faut remettre un peu les choses. Il y a des enseignes, alors Ikea en fait partie, H&M en fait partie, où le règlement intérieur dit qu'on peut exprimer sa religion, mais il faut qu'on ne perturbe pas le service, qu'on qu'il n'y ait pas un problème. Et que ce soit aux couleurs de la marque. Chez Ikea, ils sont soit jaunes, soit bleu vert. Il dit tiens. Et qu'effectivement, on ne dissimule pas le visage. Donc, mais ça, c'est dans l'entreprise privée, on peut effectivement exprimer sa religion. Si, le droit du travail permet d'exprimer... Parce que le droit du travail ne se posait pas ces questions-là avant. Oui, alors justement, ce qu'a introduit la loi El Khomri, la fameuse loi de travail qui a fait beaucoup couler d'encre et de lacrymogène, c'est qu'on peut rédiger un règlement intérieur qui neutralise. Mais ce n'est pas au nom de la laïcité, par exemple. Ce n'est pas au nom des options philosophiques du chef d'entreprise. C'est au nom du fait qu'éventuellement, par exemple, on voudrait donner une image de marque vis-à-vis des clients de neutralité. Surtout, Bernard, il faut que de chaque côté, on puisse aménager, et le travail, et pardon, la croyance, enfin, dans ce cas-là, de manifestement hostile au reste des croyants qui ne sont pas de la même religion. Mais si on n'arrive pas de chaque côté, et c'est mon souhait, bien entendu, à ce que ça s'arrange, à un moment donné, la confrontation sera difficile, ce que prévoit un certain nombre de penseurs, philosophes, de témoins de la société. Ouais. À un moment donné, et c'est ça qu'il faudrait éviter, nous n'arriverons plus à vivre ensemble. Ça vous rend pessimiste? Oui. Mais enfin, comme ma religion, si j'ose dire, car je n'en ai pas... était plutôt de me montrer optimiste que toujours, mais je trouve que les tensions à travers le monde, c'est pas une vraie... On voit bien l'optimisme, là. Oui, se renforce. José? Je suis pour une laïcité totale. Bien sûr. Camille? Non, moi, écoutez, j'ai grandi en banlieue avec toutes les religions possibles. À Vitry? À Vitry-sur-Seine, tout à fait. Dans le 94? Avec toutes les religions possibles et avec des jeunes filles voilées, non voilées, etc. Moi, je suis dans la tolérance et dans l'ouverture d'esprit. Et donc, je pense rester là-dessus et c'est tout pour moi.
Si tout le monde fait des efforts, on devrait y arriver. Denis Maillard, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P1 de SLT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terrains du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Bernard Kouchner, de José Nicolas, de Michael Youn, de Camille Lelouch et de Laurent Baffy. Et on passe maintenant à notre T'es au top de la semaine. Michael Youn, rebonsoir. Michael Youn. Michael Youn, mesdames, messieurs. Celui qui se foutait à poil en hurlant dans un mégaphone quand il était jeune et qui maintenant va devoir expliquer à sa fille pourquoi il se foutait à poil en hurlant dans un mégaphone quand il était jeune. Aujourd'hui, Michael, vous vous êtes assagi. Vous êtes ici ce soir pour un film sérieux. Est-ce qu'on peut dire que c'est le film de la maturité, comme on dit quand on n'a absolument aucune question à poser? Non, j'en avais fait d'autres avant, des films sérieux, mais malheureusement, les gens n'étaient pas vraiment venus les voir. Voilà, celui-là, je pense que ça va changer. Ça s'appelle Carbone. C'est réalisé par Olivier Marchal avec vous, avec Benoît Magimel, Gérard Depardieu, Dany, Laura Smet, Idir Chander et Gringe. Le pitch, c'est l'histoire de Benoît Magimel qui se retrouve au poste parce qu'on l'a arrêté en sens interdit avec un dealer dans sa voiture. Non, c'est pas tout Non, à ça fait c'est le Parisien, c'est le Parisien. Ça c'est pas. Le vrai pitch. Benoît Magimel est obligé de déposer le bilan de sa société. Il est désavoué par sa femme et son beau-père, Depardieu en parrain de la Yiddish Connection, et Magimel décide, avec l'aide de son comptable, vous, de monter une fraude à la taxe carbone pour se refaire. Mais le grand banditisme va s'intéresser aux tonnes de pognon qu'il ramasse, et ça va mal finir. C'est tiré évidemment d'une histoire vraie. D'une histoire vraie. C'est passé en 2007-2008 en France, avec une petite bande de jeunes qui, a priori, n'étaient pas spécialement des escrocs, qui ont détourné 1,8 milliard à l'Union européenne en un an, à 10. Voilà, il y en a 4 qui sont morts quand même. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un film excellent. Là, Olivier Marchal est au sommet de son art. C'est un vrai polar comme on aime. Alors, c'est l'arnaque du siècle, hein. C'est beaucoup plus l'arnaque du siècle que le quinquennat de François Hollande, finalement. Rien à dire. Je proteste. Quelle belle histoire. Bah, je sais pas. J'ai pas beaucoup de respect, moi, pour les escrocs et l'escroquerie en général. Lui, c'est son métier, donc il est admiratif. Non, c'est-à-dire qu'on peut interpréter ces personnages-là, on leur donne des circonstances atténuantes pour pouvoir justement être dans le rôle. Maintenant, voilà, moi, j'aurais pas été capable de faire ce qu'ont fait les personnages du film. Non, absolument pas. Je suis plutôt bien élevé, en fait. On regarde à quoi ça ressemble. Mon père a créé cette entreprise il y a une trentaine d'années. Ça fait une dizaine d'années que je la dirige. Et que je me bats comme un forcené pour la maintenir à flot. Trouve-moi quelqu'un qui je peux emprunter. Personne va te prêter dans ta situation. Je suis désolé, mais il faut que tu déposes le bilan. Ton mari est un incapable, Dana, et tu le sais. Arrêtez de m'insulter devant ma femme et mon fils. Ta femme est avant tout ma fille. C'est lui qui a raison. T'es vraiment qu'un minable. Vous vous prenez pour qui? Pour celui qui a de l'argent. Tu pourrais me trouver une société bidon et m'ouvrir un compte bancaire à l'étranger? Tu nous parles de piquer de la TVA sur du gaz carbonique. Tu peux rembourser tes dettes et même garder ton entreprise. Pourquoi tu voudrais partager avec nous? Plus on est de fous, plus on mise, plus on prend. Antoine, c'est l'état de t'arnaque quand tu fais ça, attention. Combien il te faut pour commencer? 1 million. Où est-ce qu'on va trouver tout cet oseille, nous? Mon pote Kamel, pote de la boxe, peut nous aider? Il va en faire quoi de tout ce pognon? Le plus sûr, ce serait d'ouvrir des comptes offshore. Alors on crée notre propre boîte de trading. Ça veut dire que si je t'en donne 5 aujourd'hui, tu m'en rends 10 dans 3 mois? C'est trop gros, ça va trop vite. Ça va leur tomber dessus. T'as pas intérêt à rater ton coup, mon pote.
dernière fois que je t'ai vu, c'était pour me dire que t'étais criblé de dettes. 3 mois après, tu reviens avec les poches pleines d'argent. Une voiture qui vaut plus cher que ma maison. T'es un mec bien, Antoine. T'es le premier mec bien que je rencontre dans ma vie. Une des erreurs de ma vie aurait été d'avoir totalement sous-estimé ce petit con. Voilà Carbone. Carbone d'Olivier Marchal, avec Benoît Magimel, Michael Youn, Gérard Depardieu, Dany, William Chandler et Grinz. Alors Magimel, c'est vrai que son état physique finalement est très utile au film, non? C'est vrai que pendant le tournage, Benoît n'était pas super bien. Après, sans dire que Olivier a utilisé cet état, mais c'est vrai que cet état sert au film et donc sert aussi à Benoît, à sa performance. Absolument. Mais voilà, il se bat, Benoît, il va y arriver, il va mieux déjà. Et voilà, il essaye de s'en sortir, mais c'est pas pour rien que la drogue, ça s'appelle la drogue, quoi. C'est parce que c'est difficile. Ouais, je sais très bien ce que c'est, malheureusement, c'est terrible. Et tout ce qu'on peut dire aux gens, c'est de pas en prendre. Voilà. C'est con à dire, mais... Il est très bien dans le film. Il est bien habillé, hein. Dès qu'il est habillé, il est donc, très bien. Bernard, c'est le sac de riche, ce sera toute sa vie. Et moi, c'est ses fesses. Toi, ça sera le mégaphone avec le cul à l'air. Vous en saviez quelque chose. Et moi, chose. c'est sucer, c'est tromper. Voilà. On a chacun nos trucs. Notre étiquette qu'on s'est soi-même collée. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça. Vous êtes convaincant, comptable? Oui, non, mais j'avais fait des études de commerce dans ma jeunesse. Ouais. J'ai fait une sup de co, je suis master en management. Master en management. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'ai un MBA, je t'emmerde. Il y a mon pilote de moto, le type qui me charrie, Jesse. Bah, on l'adore, on l'embrasse. Jesse qui joue dans le film et qui est absolument extraordinaire. C'est le talent de Marshall, c'est de reconnaître autour de lui, dans sa vie, ou que ce soit au milieu des collègues, il va tout de suite choper la gueule qui va l'intéresser pour son prochain film. Alors, vous pouvez tout jouer maintenant. Vous avez joué d'ailleurs une réincarnation de Jésus. Ouais. Donc Christophe, là, on voit les photos, là, voilà. Alors, c'est peut-être une réincarnation, on n'a pas la réponse dans le film, parce qu'on ne veut pas devenir blasphématoire, évidemment, parce qu'il s'avérerait que Jésus se serait réincarné dans un connard. Voilà. Donc... En tous les cas, si cette fois vous êtes crucifié par la critique, ça sera un hommage. Alors, il était temps que vous reveniez en force. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, les médias m'ont pas manqué. Hein. Ouais. Non, vous êtes au courant, on l'a regardé quand même, c'est terrible, ça. Les 11 commandements W9... Mais que devient Michael Youn? Alors ça, c'est terrible. C'était quand, ça? 25 juillet 2017 à 15h07 sur le site Télé Loisirs, à l'occasion de la énième rediffusion de votre film, Les 11 Commandements. Qui a été diffusé 27 fois depuis 2005. Voilà. C'est-à-dire, c'est le 5e film le plus diffusé dans l'Union européenne. Ça marche à chaque fois. Et non, mais en plus, je suis pas producteur du dos. Vous prenez pas de pognon? Non, quand c'est rediffusé, j'ai rien pris. Alors, c'est l'article fatidique que toutes les stars redoutent. Non. Que devient Bernard Kouchner? Que devient Camille? C'est-à-dire, ça, c'est le moment le plus difficile. Après, c'est Danse avec les stars. Ça, on y est confronté tous les jours dans la rue. Tous les jours, il y a des gens qui vous arrêtent et qui vous disent « Mais alors, qu'est-ce que vous venez? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, etc. » On me dit « On vous voit plus à la télé. » Je dis « Il faut l'allumer, connard. » Moi, je dis que je suis au chômage. Et les gens me disent « Non, c'est dommage. » Ouais, mais ça va. Mais tout va super bien. Non, franchement. Mais oui, mais si, ça va très très bien. On sent bien que ça va pas, tu te forces. Puis j'imagine que votre fille vous aide à relativiser. Ah ben c'est parce qu'elle me prend beaucoup de temps. Bah oui. Et c'est vrai que ça, c'est devenu le plus beau métier de ma vie. Ouais, c'est papa. Bah ouais, excusez-moi d'être un peu fleur. Non, mais t'as raison, non, mais bien sûr. Il a pas vu sa gamine depuis 2 ans, le Non, laisse tomber. C'est pas vrai. Il passe sa vie à tweeter des photos avec elle. Elle a 6 ans, hein, je précise. Est-ce qu'elle vous a pardonné de l'avoir appelée Seven? Bah elle adore son prénom puisqu'elle est la seule à le porter. Tu m'étonnes. Marqué, ça aurait pu être Star Wars. S'il s'agissait de prendre un titre de film que vous aimez. Non, c'était pas un titre de film, c'est parce qu'il y a 7 lettres dans Je t'aime. Eh, voilà, je sais. Il y a 7 lettres dans Je t'aime. Et j'allais pas l'appeler 7 ou 7, c'était plus cool. Vous avez l'air bien ensemble avec votre fille. Là. Ma fille m'a demandé, c'est quoi les impôts, papa? J'ai mangé la moitié de son pain au lait, elle a compris. Alors, vous êtes bien avec elle, regardez, là, tu vois que le mec, il kiffe avec sa fille, et là, on voit bien, là... Les chiens font pas des chats. Voilà. On voit que c'est votre fille, hein, là. Prochaine étape, c'est la DAS, hein. Elle est mal élevée. Hein. Non, mais si, je suis un bon papa. Oui, je pense que vous êtes un un bon bon papa. Non, mais c'est pas parce que là, on la voit faire des doigts, alors on se dit, oh, dis donc, sale éducation. Non, je pense que vous êtes un bon papa. Faut que vous intéressez à mon gosse, intéressez-vous au vôtre. Hein. Est-ce qu'à votre fille, vous lui chantez vos chansons pour l'endormir?
Malheureusement, oui. Ah, elle a beaucoup de chance. Non, elle adore ça. Seulement quand elle est punie. Non, elle adore ça. Elle se met même à les chanter elle-même. Et je m'aperçois effectivement que mes chansons dites stupides marchent bien sur les enfants. Hein. Musique. Et bien que non, ça lui dit pas. Mais je sais pas si j'assume de ne coucher qu'avec elle. Je fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y par la maman. Extraordinaire, extraordinaire. Rick Azaray. Et je l'aime toujours. Et voilà. Alors, je sais pas pourquoi maintenant, mais on va faire une interview très d'union. Peut-être parce que... Alors, c'est que des mots et très d'union. Ah. Est-ce que vous êtes fut-fut? Ah, non, je suis plutôt concon. Ouais. Un peu pupute, un peu fufute, un peu concon. Elle va être sympa, cette interview, je pense. Va voir ton kiki. C'est une interview abrutie. Voilà. Est-ce que vous êtes tire-larme? Vous me connaissez, je suis plus tire-fesse que tire-larme. Oui. Vous êtes bling-bling? Fais un plan sur les chaussures. Ah ouais. Les chaussures, s'il vous plaît. Waouh! La chemise. La chemise. Ouais, les bling-bling. Vous êtes franc-tireur? Ah oui, il est franc, il est franc. C'est sûr que quand je tire franchement. Ouais. Ouais. Merci. Est-ce que vous êtes lèche-cul? Oui, avec plaisir, ça dépend lequel, quand c'est demandé gentiment, quand c'est le vôtre, avec grand plaisir. Vous êtes faire valoir? Pareil, ça dépend avec qui, quand c'est faire valoir de Magimel dans un film de Marshall, avec grand plaisir. Ouais, bonne réponse, bonne réponse. Est-ce que vous êtes tire-bouchon? Ah oui, sans modération. Il est ça, tire-bouchon. Alors, Il ça, est tire-bouchon. surtout avec Marshall et Depardieu Ah et ouais, Magimel ouais. sur Ah le même ouais. plateau. Vous êtes moule bite? Pas tellement. Un petit peu, je suis plus, en ce moment, je suis plus moule frite que moule bite, mais... Ouais. Vous êtes arrière-pensée? Si tu savais ce que je pense de ton interview de merde. Et maintenant, on passe à notre T'es-qui-toi de la semaine. Camille Lelouch, bonsoir. Donc vous êtes notre T'es-qui-toi de la semaine. Alors si on vous demande T'es-qui-toi, vous répondez chanteuse. On vous a écouté interpréter Papa Outé de Stromae dans The Voice, où vous êtes allé en demi-finale, ce qui n'est pas rien quand même. Vous êtes actrice. On vous a admiré montant les marches de Cannes avec Léa Seydoux et Tahar Rahim pour Grand Central de Rebecca Zlotowski. Vous êtes chroniqueuse, on vous voit tous les mardis dans Quotidien, l'émission de Yann Barthès, présentée Face Cam, qui est la parodie d'une célébrité. Vous êtes showwoman, on vous applaudit tous les dimanches et les lundis à 20h sur la scène de la Gaîté Montparnasse. C'est beaucoup de choses. Donc quand on vous dit « T'es-qui-toi », vous avez de quoi répondre, ça mérite un triomphe. Et on regarde à quoi ça ressemble. Bonjour et bonjour, je m'appelle Ninette, je suis la cousine de Kim Kardashian. Hugo! Tu t'es mis devant, tu assumes.
Quand je l'ai connu, il n'était pas très vieux. Il commençait à peine à faire pipi au lit. Les nanas, tellement elles montent leurs pantalons hauts, on dirait qu'elles vont se fendre en deux, quoi. Bah, pour vous donner une idée de ma vie de merde, tellement les huissiers viennent chez nous, je leur ai fait à double des clés. Bah, tous mes collègues du relais routier, tout ça, ils me disent « Ouais, Clo-Clo, t'es pas féminine. » Ça me casse les couilles. J'ai quand même fait 2 tentatives de suicide à cause de ça. Une à l'aspégique et l'autre au guacamole. Ouais. Voilà Camille Lelouch, donc, vous incarnez des tas de personnages féminins. La cagole, par exemple, c'est qui cette cagole alors? En fait, c'est la cousine de Kim Kardashian. Je la connais. Non. Mais elle vient de Marseille. Bah, elle est adorable, hein. Moi je l'aime. C'est grâce à elle que je suis devant toi, en fait. La bobo? Bah, la bobo, tu sais, elle est toujours... elle a fait beaucoup de choses, mais on n'a jamais vu quoi. La racaille? Ouais, la racaille, c'est une racaille, mais elle est gentille. Elle parle toujours comme ça. Elle parle comme ça, on sait pas. J'adore. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'entre les sketchs, vous chantez, vous jouez du piano, vous jouez de la guitare. Oui. Vous êtes super doué, en fait. Je sais pas, j'ai travaillé beaucoup, en tout cas. Ouais. Tous les personnages ont un point commun, en tous les cas, c'est la solitude. Oui, tout à fait. Ce sont des femmes qui viennent de milieux différents, qui peuvent avoir de l'argent ou pas, et qui sont à chaque fois très seules. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, ces femmes-là. Et c'est des femmes que j'ai beaucoup observées voilà, dans ma vie de tous les jours. Mais c'est vrai que la femme a des facilités à rester seule et à pas le dire. Ouais. Vous connaissez La solitudine de Laura Pausini? La solitudine. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas l'écouter. Il y a que quand je relève de 2 cm la jupe de Nolwenn, ça fait un scandale national, et ils viennent me toucher la bite. Oui, mais ça, personne n'en parle. Oui, mais alors... C'est 2 poids, 2 mesures. La différence, c'est est-ce que tu avais soulevé la jupe de Nolwenn sur du Laura Pausini? Non, c'est vrai. Ah ben voilà. J'habite. Alors, Promote Aznavour, j'habite seul avec maman, tu l'as pas. Alors, il y a un moment que j'adore dans le spectacle, c'est quand vous dénoncez le camel toe. C'est des femmes qui ont des pattes de chameau. Voilà. Qui ont l'espèce de trucs dégueulasses comme ça. Les nanas, elles remontent leurs pantalons tellement haut, comme je dis, on dirait qu'elles vont se fendre en deux, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 mamelles. On voit la raie de chaque côté. C'est dégueulasse. Ça, vous êtes la première à le dénoncer. Ouais. Et je trouve que vous avez raison. Bah oui, c'est esthétiquement, c'est pas beau, quoi. Ah non, c'est pas beau du tout. Pour les mecs, c'est un peu... Ah ouais, voilà. Dénonce ton chameau. Ouais, c'est comme les mecs qui ont les moules bites. Oui. Toi, tu l'as plus, tu l'avais avant. Pourquoi tu me regardes? J'ai jamais eu le moule bite. Ah, Je n'ai pas les moyens d'avoir un moule bite. Non, il y a des mecs qui mettent du coton. Laurent. Alors, Laurent, à une époque, plus maintenant. Je n'ai pas de coton, j'ai juste une canette de coca. Alors, tous ces personnages, vous les avez rencontrés en fait pendant que vous faisiez de la restauration, parce que vous avez fait de la restauration pendant 10 ans. Ensuite, vous avez rodé ces personnages sur les réseaux sociaux, par exemple la femme de Lénie. Oui, c'est une femme qui vient du Nord, en fait, elle a une vie de merde. Si tu veux, sa vie, c'est-à-dire que son mari est alcoolique, elle se fait battre, elle est pauvre, elle a une vie de merde, quoi. Une vie de merde? Ah oui. On regarde. Avant, mon aîné me disait tout le temps je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais bon, c'était pas non plus quelque chose de sincère, je pense. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Et lui, il faisait que ça compter. Bon, que jusqu'à 10 parce qu'il savait pas compter plus loin, mais quand même, il comptait bien. 1, lave-moi mes choses. 2, repasse-moi mes vêtements. 3, fais-moi à manger. 4, taille-moi la haie. 5, mets-moi mes pantoufles. 6, fais-moi un massage. 7, frotte-moi le dos. 8, range-moi tout vite. 9, on fait l'amour, t'as pas le choix. 10, si tu fais pas ça, je te claque. Pour tout ça, il était beau, hein. Et moi, j'en ai eu marre. Du coup, j'ai fait une bêtise. Mon aîné, il a un meilleur ami qui s'appelle José. Ah, José, il est gentil, José. Il fait le sourire, José, il me fait le sourire, il me fait les papouilles, il me fait tout. Du coup, j'ai fait les chouilles avec José. Et... Bravo! Vous avez commencé le piano à l'âge de 4 ans. Et c'est en vous accompagnant au chant que vous avez réalisé, en fait, que c'était ça que vous vouliez faire, quoi, de l'entertainment. Mon premier amour, c'est vraiment la musique et la chanson. Ouais. Et tout le reste est venu un peu naturellement. Et parce qu'on me disait, putain, t'es vraiment con. À chaque fois, les gens venaient même, par exemple, quand je servais les gens regardaient avant si j'étais dans le restaurant pour pouvoir rire toute la soirée. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, vous étiez fan de François Feldman. Maintenant, que deviennent, valse deviennent, dis-moi qu'est-ce que t'as fait.
d'humeur. Vous connaissez Joue pas avec Johnny Jamison? Joue pas comme ça, c'est ça? Tu sais jamais jusqu'où ça ira. Ouais. De jouer avec moi. Tu sais jamais. En fait, je suis fan aussi. Oui, moi aussi. On est fan de François Bellman. Et ouais. Vous voulez chanter un truc là? Ah, je sais pas. Ce que vous voulez. Je vais Ouais, avoir un- vas-y, Il y a allez. des musiciens, faut que j'aille avec les musiciens. Dans ce Ouais, cas. papa ou t'es, vas-y. C'est pas prévu du tout, moi je dis rien. Vas-y, Je peux vas-y, venir laissez-la chanter, extraordinaire. Ah non. Laissez-la chanter. Ok. Je démarre. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Hey, un sacré papa, ouais. Dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es? Merci, gars. Merci. Merci. Tu reviens? Allez. Bravo! Bravo! Merci. Non, mais vous êtes une star. Merci pour ce Merci et bravo. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub avec Alex Vizorek et notre terrien du samedi soir, Fabian Rocha, élevé dans un poulailler en Uruguay. Il a fui la dictature militaire. Il est aujourd'hui la star tatouée de Koh-Lanta. À tout de suite. Bonsoir les terriens du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Bernard Kouchner, de José Nicolas, de Michael Youn, de Camille Lelouch et de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Comment ça dans le bon sens. Bonsoir Thierry. On attaque tout de suite. Politique française. Et commençons par ce sondage sorti dans le JDD, ce que donnerait la présidentielle aujourd'hui. Alors Mélenchon diminue un peu, Marine Le Pen monte un peu, Fillon chute, mais le plus improbable est ici. Cheminade triplerait son score. 0,5% des intentions de vote, c'est incroyable. Il y a donc en France des gens qui ont vu Macron gouverner 6 mois et qui se disent la solution c'est sûr, c'est Jacques Cheminade. Normal. On en fait partie d'ailleurs. Passons à Jupiter lui-même. Macron ne veut pas donner de leçons sur les droits de l'homme à Sisi. Hashtag ne balance pas ton dictateur. Le président égyptien était entre autres là pour commander des rafales et Macron a déclaré « Je n'accepte pas qu'on me donne des leçons sur comment diriger mon pays, je n'en donne donc pas aux autres. » Et c'est vrai que si j'étais vendeur de chauffage, je me garderais bien de parler à Landru de ma conception du romantisme. Emmanuel Macron toujours. Son nouveau chien, Nemo, a uriné en pleine réunion sur une cheminée de l'Élysée. Oui, là. Il a vu son maître pisser sur le code du travail, ça l'a inspiré. Et on notera que ça ne se serait jamais passé avec l'autre toutou d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner, est beaucoup mieux éduqué. Emmanuel Macron, encore cette semaine, il a traité François Hollande de zigoto. Alors,
Il a chopé le syndrome Gilles de la Tourette, mais c'est le capitaine Haddock qui lui a refilé. Si ça continue, il va finir par le traiter de loustique, de zigomard ou pire encore de vilain bougre. Passons à droite. Oh, c'était la droite, c'est limité. La droite, c'est limité. Hein. La droite molle. Passons à droite. Voilà, plus chic, plus chic. Évidemment, droite forte. En 10 ans, Claude Guéant n'a retiré que 800 € de son compte. Pauvre homme. Mais oui. Mais nous, on le soupçonnait d'avoir touché de l'argent du régime Kadhafi, alors qu'en fait, il vivait au même niveau qu'un travailleur libyen, un chienne de vie. Droite toujours. Au sein de LR, l'exclusion, notamment de Darmanin et d'Édouard Philippe. Alors, l'ancien ministre Brice Hortefeux a déclaré des gens qui trahissent sans se chercher un alibi, ils méritent qu'on les foute dehors. Alors, bien sûr, en tant que proche de Sarkozy, c'est pas tant la trahison en elle-même qui lui a posé le problème, mais que ces gens n'essaient même pas de trouver un alibi foireux, c'est choquant. On salue Paul Bismuth. Les Républicains, où l'élection du président de parti approche, et on a appris cette semaine que chaque candidat au poste se verrait doté de 20 000 €. Alors, ça paraît peu, mais 20 000 €, c'est énorme. Claude Guéant pourrait vivre pendant 2857 mois. Passons au drame de la semaine, Thierry. Manuel Valls se fait rembarrer par sa sœur sur Twitter. Même sa sœur n'en veut plus. Ouais, Manuel Valls, c'est le seul Catalan qui arrive à obtenir une demande d'autonomie au sein de sa propre famille. Alors, en gros, Manuel avait apporté son soutien sur Twitter à Mariano Rajoy. On va voir le tweet. Voilà, il faut soutenir la réponse de l'État démocratique. Et une heure plus tard, sa sœur Giovanna Valls a répondu en catalan. Je vous le traduis. Pour l'amour de Dieu, pour grand-père Maggi, ce n'est pas démocratique. Depuis quand a-t-on vu un truc aussi brutal que de réprimer les libertés? Mais oui, depuis quand? Depuis le 49-3. À gauche... Selon Capital, Anne Hidalgo aurait bénéficié d'un emploi fictif au ministère du Travail entre 2001 et 2003. À quoi je sers, Thierry? Je ne dois même plus faire les vannes. Bénéficier d'un emploi fictif au ministère du Travail, c'est vraiment très drôle. Il n'y a rien à ajouter. Je pense que même Thomas Sisler aurait pu la trouver tout seul, celle-là. Harcèlement. États-Unis, Harvey Weinstein est détestable en cure de désintox. Tu m'étonnes, c'était couru d'avance. Demander à un violeur d'obéir à des infirmières, c'est à peu près aussi con que de projeter les choristes pour soigner un pédophile. Société encore, c'est prouvé. C'est prouvé, boire de l'alcool nous rend meilleurs en langue étrangère. Alors, mais je pense que c'est ça le vrai problème des Français. Vous ne picolez pas assez, alors let's go. Enfin, je traduis, allez-y. France toujours, la France fait face à une pénurie de beurre inédite. Fake news, ont crié Éric Zemmour et Robert Ménard, arguant qu'il y avait bien assez de beurre en France. Cela étant, heureusement que ça tombe maintenant, cette pénurie de beurre. Imaginez, Thierry, si c'était arrivé pendant le tournage d'un dernier Tango à Paris. Ouais. Alors là, les deux cinéphiles sodomites du public ont trouvé ça très drôle. Et les autres iront voir le film. People. Alors, tenez-vous bien, parce que c'est un titre de qualité. André Rieu écope d'une amende pour avoir fait travailler de nuit des joueurs de flûte de Pan qui étaient mineurs. Alors, oui, c'est beaucoup d'infos d'un coup. Alors, la loi doit pas être la même en Thaïlande, puisque pour des faits identiques, Frédéric Mitterrand n'a eu qu'à payer les prestations. Musique toujours, le rappeur Jul, s'est fait arrêter pour excès de vitesse sous l'emprise de stupéfiants. Il roulait à 160 km/h et faisait des appels de phare aux voitures qui le précédaient, sauf qu'à un moment, c'était une voiture de la BAC. Il a, oui, c'est bien con, mais il a tenu évidemment à s'excuser sur Facebook. Alors, je vous lis le message Facebook. Désolé, ma team, pour ce qu'il s'est passé avec un C. Je sais avec un T qui a des enfants sans S et des parents toujours sans S qui me suivent sans ENT, mais du coup c'est normal puisqu'il n'y avait pas de S ni un pas. Je tenais EZ à m'excuser, EZ aussi, tant qu'on y était, il en a eu deux pour le prix d'un. Et il termine par le hashtag « J'apprends de mes erreurs ». Alors, si c'est de ces erreurs de français qu'il apprend, le gars va très rapidement être une pointure. Et je pense que pour sa punition, il ne faut pas le mettre en prison, il faut le remettre en CM2. Parfait, bravo. Ici la voix. Alex Vizorek, message de Jules. Allez vous faire enculer avec un Z. Avec un Z.
Je salue Jules parce que voilà, autant la BAC l'a chopé, autant l'inverse pour l'instant n'est pas encore vrai. Les brèves. Une femme sur deux augmente le chauffage en cachette. L'autre femme ne sait pas comment fonctionne le thermostat. Hashtag. États-Unis, un 8e enfant meurt écrasé par une commode Ikea. Alors apparemment, ce serait ce modèle, le modèle avortement tardive. Notons, oui, il y a un jeu de mots. Oui, on l'a. Ouais, il y en a un. Notons que, voilà, grâce à l'hygiène alimentaire des petits Américains, il y a toujours moins d'enfants américains écrasés par une commode Ikea que de chaises Ikea écrasées par des enfants américains. Nantes, enfin, un quadragénaire surpris en pleine nuit par un agriculteur en train d'agresser sexuellement une vache. Voilà, ça reste bon enfant. Oui, On n'a plus rien droit de faire. Oh là là. Quand Jackie et Michel rencontrent Interville. Et enfin, culture. Oh là là. J'adore ce moment en fin de chronique. Je présente chaque fois un artiste d'art contemporain, d'art moderne. Et cette semaine, je vais déroger un petit peu car, eh bien, je suis allé à la FIAC, Thierry. Et je pense que c'était intéressant de vous faire un petit compte-rendu. La Foire internationale d'art contemporain à Paris, le week-end dernier. La FIAC, c'est un petit peu comme la politique d'Emmanuel Macron. On ne comprend pas toujours les intentions, mais au final, eh bien, il n'y a que les riches qui peuvent se la permettre. Et que peut-on voir à la FIAC cette année? Alors bon, déjà, il y avait des blaireaux. Voilà, notamment celui-ci. Donc voilà, si vous voulez mettre Elisabeth Lévy dans votre salon, eh bien, c'est possible. Autre image, un livre avec des couteaux plantés dedans. Hein. Clairement, nous sommes en présence de l'autobiographie de Nabila. Ici, on a une très belle œuvre en sobriété, œuvre que l'artiste a rebaptisée Assemblée Générale au siège du Modem. Et enfin, un brin de pop art, une jolie blonde avec un moineau au niveau de la cervelle, un portrait très réussi de Marion Maréchal Le Pen. Quand même. Évidemment, celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Alors, on imagine assez bien la réponse qu'a donnée l'homme en bleu quand l'homme en jaune lui a demandé « Dites donc, tu l'as rangé où, mon briquet ?» Et l'homme en rouge qui dit « Dépêchez-vous, j'allumerai bien ma clope. » Alors, une autre installation qui m'a bien plu, elle s'intitule Sans titre. Alors, c'est vrai que l'artiste avait déjà mis toute sa créativité dans l'œuvre elle-même. Une œuvre vendue entre 70 000 et 90 000 euros. Et il se dit que Oscar Pistorius aurait déjà fait une belle offre pour cette œuvre. Et évidemment, et je sais toujours, dans le regard de certains, ils se disent « Mais dites donc, on trouve n'importe quoi à la FIAC. » Eh bien, c'est pas vrai du tout. On trouve aussi à la FIAC un sommier emballé dans une couverture. Voilà. Hein, et c'est là qu'on voit que les organisateurs sont très politiquement corrects. À quand l'exposition d'un SDF directement à la FIAC? Et je ne dis pas ça par hasard, parce que on peut voir ceci à la FIAC. Oui, il s'agit bien d'un nain avec un collier de barbe qui pète pour s'envoler. Un bel hommage au départ à la retraite de Robert Hue. C'est pas raffiné. Et donc, normalement, quand on sort de la FIAC, on termine comme ceci. C'est une œuvre, évidemment, et vous pourrez mettre ça dans votre salon, mais apparemment, même Luca Rocco Magliotta, le cannibale de Montréal, aurait dit, là, vraiment, ça me dégoûte. Et je vous dis à la semaine prochaine, parce que l'art, c'est comme la politique. Bravo. Merci. On retrouve les semaines prochaines. D'ici là, sur CNU.fr, sur scène à Paris et en tournée dans toute la France. Bernard Kouchner, merci d'avoir été avec nous. José Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et on passe maintenant à notre terrien du samedi soir. Fabien Ochaocha, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes la star de la nouvelle saison de Koh-Lanta aux îles Fidji, mais vous venez, Fabien, de beaucoup plus loin. Dès votre naissance, vous avez été rejeté par votre mère biologique qui vous a confié à sa mère, mais cette drôle de grand-mère ne veut pas s'occuper de vous et vous laisse à l'abandon dans un poulailler. Vous êtes nourri en cachette par un voisin jusqu'à l'âge de 3 ans et vous serez découvert lors d'un incendie et adopté. Et après bien des péripéties, vous vous retrouvez sur TF1 dans
Koh-Lanta. Incroyable histoire. Alors, Fabien Rocha, vous êtes né le 19 août 1969 à Castillos, en Uruguay. Votre mère biologique, à ce moment-là, a déjà accouché 7 fois. Elle n'a pas les moyens de s'occuper de vous. Elle décide de vous confier à sa mère, donc votre grand-mère. Mais cette dernière ne veut pas d'un enfant à charge. Elle vous installe au fond de son jardin, dans un poulailler. C'était ça où vous tuez, en fait. Et je pense que c'est ça. C'est peut-être la peur de me tuer. Ouais. Alors, compte tenu de l'implantation du village, en fait, il y avait des murs qui séparaient les maisons des terres, qui séparaient les clapiers des poulaillers. Finalement, il était très facile de vous laisser mourir à l'abri des regards, d'autant plus que c'était la dictature militaire à l'époque en Uruguay et que les gens éviter de s'intéresser aux histoires de leurs voisins. C'est ça, c'est entièrement ça, c'est la peur. Mais vos gémissements dans le poulailler, sans doute dus à la faim et au froid, mettent la puce à l'oreille d'un voisin qui décide de s'occuper de vous sans rien dire à personne. Il vous couvre, il vous nourrit, il vous aime. En fait, il fait le maximum pour vous maintenir en vie, ce type-là. Ouais, ça c'est incroyable. Cette situation va quand même durer 2 ans. Hein. Vous êtes un petit enfant sauvage à l'époque, comme on a eu en Europe des exemples, l'enfant loup qui était élevé comme ça. Vous êtes livré à vous-même, quoi. C'est ça. Il faut imaginer qu'un enfant, s'il n'est pas motivé, il se lève pas. Ouais. Il parle pas. Il parle pas. On se crée dans le regard de l'autre. Ouais. Quand il n'y a pas de regard en face, on se crée pas. Il n'y a rien. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Alors, vous avez 3 ans quand un incendie se déclare dans le poulailler et les pompiers découvrent à ce moment-là un gosse qui ne parle pas et qui est incapable de marcher. Ils ne savent pas quoi faire de vous. Ils me prennent, bien sûr, voilà, m'a sauvé une vie quand même, les pompiers, et je vais au poste de police. Et puis là, on ne sait pas quoi en faire. Il ne parle pas, il ne sert à rien. Donc, on décide de m'euthanasier. Et là, il y a un notable du village qui décide de vous adopter et de vous confier à sa fille. Il s'appelle Osmarino. Un mec qui a assez de pognon quand même. Hein. Il fait travailler quand même 300 personnes. Il est assez riche. Il paye des bakchiches nécessaires à l'adoption, parce que c'était pas évident non plus d'adopter quelqu'un. Et sa fille, Raquel, devient votre mère adoptive. C'est ça. Énorme coup de bol. Énorme coup de bol. Ici la voix. Oui. Thierry, dès que vous aurez fini de raconter ce conte de fées, est-ce que vous pourrez raconter la véritable vie de Fabien, s'il vous plaît? C'est la véritable vie de Fabien. C'est ça qui est incroyable. Ensuite, Osmarino vous fait passer la douane pour aller à Sao Paulo, au Brésil. C'était pas évident, parce que passer la douane avec un môme qui sait pas parler, qui sait pas marcher, qui a pas de papier... Et qui fait cocorico. Voilà. C'est moche. Le seul mot qu'il savait, c'était cocorico. Michael, reste. Tu peux pas dire ça. Ouais. Reste, Michael. Tu peux pas dire ça, merde. Mais je fais mieux le coq que la poule. Ah ouais. Et c'est au Brésil que vous commencez à apprendre à marcher et à parler. Alors, au Brésil, j'ai vers la fin des 3 ans et demi, ouais. Ensuite, donc, Raquel, votre mère adoptive, qui est infirmière, cherche à quitter le continent sud-américain pour s'exiler en Australie ou en Suisse. Elle veut refaire sa vie, elle veut vous faire une belle vie. Parce que c'est vrai que là-bas, à l'époque, c'était pas très facile. Donc elle cherche. Et finalement, vous avez 6 ans lorsque, en 1975, votre mère adoptive, Raquel, est autorisée à émigrer en Suisse. Et là, vous vous retrouvez avec elle à la chaux de fonds. Faut quand même le faire. Et là, vous suivez un traitement avec du fluor, avec du calcium pour renforcer votre corps. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir été laissé à l'abandon dans ce poulailler, dans votre prime enfance, ne vous a pas aidé. Vous portez des prothèses pour votre dos, pour avoir une posture normale. Vous apprenez les langues, vous apprenez les bonnes manières, parce que vous ne savez rien. Vous êtes vraiment l'enfant sauvage à ce moment-là, hein, on est bien d'accord. Et en 2 ans, vous apprenez, Fabien, le français et l'espagnol.
En 3 ans, le français, l'espagnol, l'italien et le portugais. Oui. Voilà. Il a vite Pas rattrapé mal. le temps. Hein, il a rattrapé le temps perdu quand même. En faisant cocorico. Alors à 9 ans, vous savez écrire, vous rentrez dans une école normale, mais vous êtes ostracisé par vos camarades à cause de vos béquilles. On vous appelle Quasimodo, c'est très dur ça. C'est dur, mais je subis pas en fait ce genre de choses. Ouais. Jusqu'au jour, effectivement, on m'a poussé, dans la même intention, hein, le Quasimodo. Ouais. On le pousse, il tombe, il se relève, il fracasse. Ah ouais. Ah ouais. Il faudra attendre l'âge de 12 ans pour que vous puissiez vous passer de vos prothèses. Et c'est là que Raquel, donc votre mère adoptive, décide de déménager à Morges pour vous offrir une nouvelle vie. Elle est formidable, Raquel. Elle décide de vous emmener ailleurs pour que vous soyez un homme nouveau là-bas. J'aurais voulu qu'elle soit là ce soir. Ouais, ouais. Je comprends. Elle n'est plus là, mais j'aurais voulu qu'elle voie mes enfants surtout. Ouais. Tes poussins? Ouais, c'est mes poussins, exactement. Et là, ce qui est incroyable, c'est que quand vous arrivez à Morges, on découvre que vous êtes un surdoué. C'est-à-dire que vous avez un quotient intellectuel qui dépasse 140. Et en fait, vous êtes une sorte de, on peut dire, d'autiste Asperger. C'est-à-dire que vous avez une capacité intellectuelle supérieure à la moyenne. On s'en rend compte à ce moment-là. Oui, alors je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Ah, c'est un bien. Alors, c'est peut-être un bien, effectivement, parce que je me suis reconstruit rapidement, parce que je suis vraiment comme une éponge. Ouais. Tout d'un coup, j'ai fait de la physio, j'ai du fluor, je deviens musclé, je suis intelligent, j'ai la plaque de choc et tout ce qui va avec. Ça, les poules n'ont pas. Et ben, tout d'un coup, je suis confronté à la vie avec les nanas qui me tombent dessus en disant il est incroyable ce mec, c'est super, mais moi, je ne suis pas prêt à ça. Ouais. C'est comme si on gagne des milliards tout d'un coup à la seconde et puis on n'est pas prêt. Et j'étais pas prêt à ça. Alors, malgré tous ces talents, vous arrêtez vos études, vous mettez au boulot, vous serez maître nageur, couvreur, chauffagiste, électricien. Mais chaque métier, vous l'apprenez très très vite. Et à chaque fois que vous bossez, vous devenez chef d'équipe. Oh bah, je suis la perle d'or pour les entreprises. Ouais. J'apprends tout très rapidement, mais payé au lance-pierre. Vous avez 25 ans quand vous décidez de faire une thérapie, parce que vous êtes jaloux, en fait. Vous êtes jaloux, vous vivez ça très mal, sans doute c'est dû à votre manque d'amour dans votre enfance. Alors la thérapie va durer 3 ans, et là, votre mère adoptive, donc Raquel, part en Uruguay pour s'occuper de ses grands-parents, et en 1999, vous avez donc 30 ans, vous décidez de la rejoindre en Uruguay. Raquel souffre du diabète. Elle développe une gangrène aux jambes. Il faut l'amputer. Et vous êtes là pour la soutenir. Je pense que c'est le passage de ma vie le plus difficile, en fait. Et c'est de voir cette personne vraiment... C'est quelqu'un qui adore tout. Et là, tout d'un coup, petit à petit, elle dépérit, elle dépérit, elle dépérit, jusqu'au jour où elle ne veut plus. Ouais. Mais elle n'a pas voulu partir quand j'étais là. Raquel vous apprend que l'une de vos sœurs biologiques, Sandra, travaille pas loin. Elle est, vous dit-elle, caissière dans un supermarché. Vous y allez. Et là, vous voyez votre sœur. C'est vous en femme, quoi. Ah ouais, on a la même tête. Les 4 moustaches. Donc, la même tête. Ouais. Là, bah oui, c'est ma sœur. C'est incroyable. On n'a rien pu se dire tout de suite. Ouais. On était à cette distance-là et jusqu'à qu'il y a tout qu'à démarrer. Ouais. Ouais. Et là, Sandra vous met en relation avec Laetitia, une autre de vos sœurs, qui est mariée avec le fils du mec qui vous nourrissait en cachette. Non. On va dire que l'Uruguay est petit. Ouais. Et puis, on peut dire ça, juste incroyable. Juste incroyable. Lors de ce voyage, vous refusez de rencontrer votre mère biologique. Pour vous, c'est pas votre mère, en fait. Je la connais pas, cette dame. Ouais. Vous l'avez jamais vue, en fait. Alors, je l'ai vue par les réseaux sociaux, maintenant. J'ai mes frères qui me partagent sa photo et tout ça. Je leur ai dit, voilà, moi, ça m'intéresse pas. C'est une dame que je peux croiser dans la rue et... Ça vous intéresse pas? Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. En 2000, vous êtes en Europe. Quand vous apprenez que Raquel est mourante, vous décidez d'y aller. Malheureusement, vous ne partirez jamais parce qu'elle meurt avant que vous ayez le temps de monter dans l'avion. Je devais partir le matin et elle est décédée pendant la nuit, ouais. Vous l'avez jamais revue? Je l'ai jamais revue.
Et puis, je me suis dit, à quoi bon descendre là, à ce moment-là Ici la voix. Thierry, lorsque vous aurez terminé ce mélodrame, est-ce que vous pourrez raconter la vraie vie de Fabien? À 35 ans, vous rencontrez Fanny. Vous l'avez rencontrée où, Fanny? Au travail. Ah ouais? Ouais. Là, je fais concierge, homme à tout faire, dans un salon d'exposition où je faisais les nettoyages aussi le soir et tout. Et puis elle est secrétaire à l'accueil. Et voilà. Mais c'était le coup de foot tout de suite? Ah ouais, tout de suite. Ah ouais, tout de suite. Quand vous l'avez vu, c'était love at first sight. Ouais. Alors, vous l'épouserez 3 ans plus tard, Fanny. Hein. C'est aussi l'époque où vous faites tatouer le visage. C'est quand même une décision importante. Pourquoi? C'était quoi l'idée? Pour moi, Fanny, c'est ma 3e vie. Ah ouais. Ma 3e et puis ma super vie, en fait. Ouais, pour moi, c'était ce passage-là. Ça représente absolument aucune tribu, aucun gang. On m'a posé des questions. Là, c'est un brouillon, mais tu vas le recopier au propre. Ouais, c'était un passage pour moi. Et c'est un passage obligé. Est-ce que c'est pas une façon de dire, finalement, je suis pas comme vous? Peut-être. J'ai vécu autre chose que vous. Peut-être. Moi, je pense que c'est aussi une porte. Mais cette porte, justement, elle permet de s'ouvrir à moi. Ensuite, toujours à la recherche d'une vie stable et équilibrée, avec Fanny, vous faites 2 enfants, Kyo et Elvis, et vous faites naturaliser suisse. Donc aujourd'hui, on a un Suisse en face de nous, mesdames, messieurs. Vous obtenez votre certificat fédéral d'éducateur. Donc là, maintenant, vous êtes un citoyen suisse, marié, père de famille. Modèle. Vous avez obtenu votre naturalisation le 1er août, jour de la fête nationale suisse. C'est un symbole. C'est un symbole. 1er août. T'es content ou bien? 2012. Je suis content, dis donc. Ah, voilà. Il parle suisse maintenant. Je suis monstre content. Et puis il y a Koh-Lanta. Alors, votre femme vous inscrit en 2012, vous êtes partenu, mais ça marche en 2016. Au 2e essai. Vous avez gagné, là? Ah, il n'a pas le droit de le dire. Ben, je sais. On va pas spoiler le truc. Hein. Non, mais il est bien, il est bien. Moi, j'ai des infos, il est bien. Ah ouais? Il est bien. Toi, t'es un fan de Koh-Lanta. Ouais, c'est au public, tu regardes ça avec les gosses, c'est plaisant, quoi. Est-ce que Fabien Rocha va gagner Koh-Lanta? Alors, si vous gagnez, vous reviendrez ici. On vous célébrera. C'est déjà une célébration pour moi ce soir. Alors, vous voulez monter une société de team building, hein? Pour endurcir les gens, en fait. Je veux faire des camps pour monsieur et madame tout le monde. Ouais. Des grands poulaillers pour... Voilà, exactement. Grand poulailler, on se court tous après. Fais gaffe, parce que des camps pour monsieur et madame tout le monde, ça a déjà existé. Ça a bien marché, mais ça a laissé un arrière-goût. Alors, vous avez une devise que j'aime bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ouais, c'est ce qui m'anime depuis toujours. Tu m'étonnes. Voilà, c'était Salut les Tala, votre talk du samedi, avec Philippe, Bernard, José, Michael, Camille. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h05 et demain à 19h05 aussi pour les terriens du dimanche. Et n'oubliez pas, les terriens n'ont peur de rien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.